l'entrepreneuriat un bon levier d'enrichissement? Point d'interrogation. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle très peu sur le podcast, parce que vous savez que c'est un podcast d'investissement immobilier. Mais quand mon invité m'a proposé d'en parler, je me suis dit, ah, ça serait quand même intéressant, et ça se trouve, ça intéresse quand même pas mal de monde, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes. On s'imagine libre, riche, à s'amuser, à créer des boîtes, dans des secteurs d'activité, à faire ce qui nous plaît. Donc c'est quand même l'entrepreneuriat, je pense, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde. Donc ça va quand même intéresser, je pense, mon audience. Et je vais même aussi partager mon point de vue par rapport à mon expérience d'entrepreneur en ce moment, avec mon invité également. Donc, l'invité pour parler de ce sujet, c'est un expert de lecture en entrepreneuriat, en développement personnel et en investissement. Il est également professeur en entrepreneuriat en école de commerce. Donc, ça va être et entrepreneur lui-même. Donc, ça va être très intéressant de débattre de tout ça avec lui aujourd'hui. Salut Bassem. Salut. Alors, évidemment, peut-être que vous remarquez que je l'ai déjà interviewé sur d'autres sujets. Donc, c'est lui qui nous a fait les épisodes sur les revues de lecture et les apprentissages de lecture. Mais là, on va vraiment parler d'un tout autre sujet. Donc, rien à voir par rapport aux deux autres épisodes qu'on avait déjà pu faire ensemble. Oui, effectivement. On va tourner un peu la page et puis on va avancer sur un nouveau sujet. Exactement. Ça va être passionnant. Trop bien. Donc, est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement? Comme ça c'est fait. Je sais que c'est oui. Pour que les gens ils te connaissent. C'est le passage obligatoire. C'est le passage obligatoire. Et puis de savoir qui tu es, quel est toi ton modèle d'entrepreneur que tu mets en œuvre aujourd'hui, pour que les gens ils apprennent un petit peu à te connaître juste avant qu'on démarre la discussion. Alors moi, je suis un entrepreneur depuis 2008. Ça commence à remonter. J'ai toujours entrepris dans des domaines qui me passionnaient, comme la formation, l'édition. Le business en général, ça me passionne. Et donc, je partage mon expérience dans l'enseignement, comme tu l'as souligné, dans les écoles de commerce. Et j'essaie de transmettre ce virus de l'entrepreneuriat aux futures générations. Alors, qu'est-ce que tu as déjà monté comme boîte Alors, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Promocours, qui est un organisme de formation qui vient en aide en soutien scolaire et en formation pour les adultes. C'est la partie d'enseignement que je fais dans le supérieur notamment. Et ça, tu l'as toujours? Je l'ai toujours, ça continue. Celle que tu as créée en 2008, du coup? Je l'avais créée en 2000. Ah ouais, donc elle a un bel historique déjà. Ouais, elle a déjà un passif. Et j'ai créé en 2016 Frégate Édition, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai manque. Il y a énormément de livres qui sortent aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Et moi, comme tu le sais, je suis un amoureux des livres, j'adore ça. J'en lis pas mal. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a beaucoup de contenu que nous, francophones, on perd et qu'on n'aura jamais. Donc, il y a quelque chose à combler, il y a un manque, il y a un vide. Et donc, c'était ma réponse à ce vide, à ce manque. Ok, donc tu as deux boîtes maintenant, aujourd'hui. Pour l'instant, j'en travaille sur une troisième actuellement. Okay. Et est-ce que tu te considères comme un entrepreneur riche aujourd'hui, qui a réussi et qui s'est enrichi? Oui, franchement, oui. Okay. Il faut être honnête. Ok, très bien. Je sais que c'est tabou en France, mais c'est bien. Il faut le dire. Autant le dire ouais. ouvertement. Toi, tu considères que l'entrepreneuriat t'a vraiment enrichi? Ah oui. Et déjà, quand tu es entrepreneur, ça te met dans des dispositions que tu n'auras jamais en tant que salarié. C'est-à-dire, ça te met dans des opportunités business, ça te met dans des contacts, ça te met dans des scènes de vie que, en tant qu'employé, tu ne pourras jamais vivre de toutes les manières. Donc, rien que sur ça, c'est super enrichissant. Je ne parle pas d'argent, hein. Je parle humainement, les contacts, les échanges, les débats, c'est top. Et est-ce que tu as combiné en investissant aussi à côté? Obligé. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu es censé gagner de l'argent, tu comprends la valeur de l'argent, la vraie valeur de l'argent, donc tu le mets à ton service. L'argent, c'est un outil. Hein. Et donc, tu as fait quoi comme type d'investissement? De l'immobilier, de la bourse, des autres choses? J'ai tout fait. Okay. J'ai fait immobilier, pour avoir un patrimoine immobilier, c'est normal, en France et à l'étranger. Bien sûr, l'entrepreneuriat lui-même, c'est un investissement en soi. Donc, je ne sais pas si tu le rentres dedans ou pas. Et puis, bien sûr, de la bourse, les ETF, à travers les PEA et tout. Ouais. Très bien, ok. Donc, c'est bien, les gens, ils te découvrent. On va se lancer dans la discussion parce que moi, ce que j'avais envie, au début de l'épisode, c'est que je veux mettre une petite douche froide au départ. Ah ouais, dès le départ. Ouais, pour démarrer. Okay. Mais comme ça, on finira sur une touche chaude. Vas-y. En fait, je me suis amusée parce que
moi, ma vision par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que je trouve que c'est très difficile. Et qu'en réalité, très peu réussissent. Moi, c'est mon impression. Et je me suis dit, mais je vais aller voir un peu ChatGPT, qu'est-ce qu'il me dit sur les statistiques de réussite en entrepreneuriat. Ah, ça doit être 10%. Ben, c'est pas énorme, en fait. C'est super intéressant. C'est Déjà, 10%. et c'est important, parce que pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est que je trouve que sur les réseaux sociaux, etc., il y a un côté ultra bling-bling, ultra cool, ultra, ouais, c'est génial l'entrepreneuriat, machin, C'est le nouveau nana. truc. C'est le nouveau truc. C'est à la mode, ça fait envie. Mais j'ai quand même envie que les gens soient réalistes quand ils nous écoutent et qu'ils se rendent compte de la partie, on va dire, plus sombre de l'entrepreneuriat. Donc, je te Ouais. fais quelques chiffres. Vas-y. Déjà, en moyenne, donc j'ai demandé à ChatGPT, Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? déjà, ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs atteignent la rentabilité en moyenne au bout de 2 à 3 ans d'activité. Donc ça, je trouve ça déjà super important d'en avoir conscience. Et d'ailleurs, je rentre dans ces statistiques. Ok. C'est-à-dire que nous, on a commencé à devenir rentable au bout de 2 ans, même 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Ce que je trouve finalement déjà pas mal par rapport à la moyenne. Oui. Mais c'est important que les gens s'en rendent compte parce que il faut savoir que quand on se lance statistiquement avant de vraiment Ouais. être confortable, Ouais. ça met du temps. Ça met du temps. Ça dépend de tes capitaux de base. Voilà. Initiaux. Et ça peut dépasser 2 ans, parce que c'est la Ah moyenne entre oui. 2 et 3 ans. 2 ans, Donc, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Exactement. Donc si on compte entre guillemets que sur le chômage Ah oui. pour se lancer, faut se préparer à ce que les années vont être difficiles et que ça va pas forcément. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais mettre en avant. T'as raison de le préciser, c'est important. Voilà. Ensuite, je lui ai demandé, mais quel est le pourcentage d'entrepreneurs qui deviennent vraiment millionnaires? Pas Bah, en beaucoup, fait, pas beaucoup. hein. Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. D'atteindre le million en entrepreneuriat, c'est difficile pour accumuler une telle richesse et ça reste l'apanage d'une minorité. C'est une minorité. Mais faut malheureusement, dire. apparemment, il n'y a pas de statistiques selon le ChatGPT exact. Mais ça reste une affaire de minorité Moi, je- qui moi, je atteint peux- ce chiffre. Moi, je peux te donner une statistique de par mon expérience professionnelle, de par les recherches que j'ai faites. Donc, une première statistique, c'est qu'au bout de 5 ans, après la création d'entreprise, il y a déjà 90% des boîtes qui ont fermé. Ah, mais ça, je te crois complètement. Donc, tu vois, en termes de douche froide, Mais ça ouais, va là? c'est pas mal, c'est On pas est mal. bon, hein? Alors, dans les Attends, on 80%... va en rajouter encore un peu parce que j'en ai d'autres des stats. T'en as d'autres. Alors, dans les 90%, elles n'ont pas toutes été en fermeture sèche. Il y a Oui, des rachats, il y a des reventes, il y a des fusions, il y a des acquisitions. Tout n'est pas... Le tableau n'est pas cauchemardesque. exactement. C'est le cycle de vie d'une entreprise. Bah c'est oui. normal. OK. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc à mon avis, sur les 10% restants, il doit y avoir encore 1% qui doit vraiment s'enrichir massivement. Bah ouais. Je dirais pas au million, mais déjà au-delà d'un certain seuil, 500 000, 700 000, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà Ouais, bien. c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Après, on peut faire un effet de levier. Enfin, tu connais tout ça. Mais non, mais complètement. Mais c'est intéressant parce que ce que je vois, en tout cas, parce que moi, j'ai fait partie du coup de clubs d'entrepreneurs, etc. Là, C'est quand on s'est génial. lancé, c'est super important. Et donc, j'en ai côtoyé beaucoup qui galéraient pas mal. Oui. Et en fait, il y a la naïveté de pas comprendre pourquoi ça marche pas tout de suite. Et en fait, je préfère que les gens, quand ils se lancent, ils se préparent à ce que ça va pas marcher. Mmh. Et ils se préparent mentalement à ce que ça va être long. Oui. Et c'est comme ça, je pense que moi, j'ai réussi. D'accord. Parce que moi, j'ai fait 2 échecs entrepreneuriaux, d'ailleurs, dans mon ancienne vie. Enfin, Dans une vie antérieure. ouais, dans mes vies antérieures, Ok. post-études. Ok. Et Mais ça a été super formateur quand même. bah, ce que ça m'a beaucoup appris, c'est que c'était très facile d'échouer et que tu pouvais même Oui. mettre toute l'énergie que tu voulais dans ton truc. Oui. Au bout de 2 ans, tu peux lâcher l'affaire parce que tu n'as plus d'argent et à un moment donné, tu te repasses salarié. Donc, moi, ça m'est arrivé dans mon passé. Et c'est vrai que quand j'ai lancé cette 3e aventure entrepreneuriale qui est les investisseurs sereins, après avoir fait mes investissements immobiliers, je savais qu'à l'instant où je me lançais, c'était pas pour rire. Ah oui, ça y est. C'est pas un truc où on va faire ça 6 mois pour voir si c'est rigolo ou pas. Mais parce que tu avais ces échecs au Parce que j'avais eu préalable. ces échecs au préalable. Et donc, c'est Donc- vrai que j'ai envie que les gens qui nous écoutent aussi Oui. prennent cette conscience que Oui. quand tu te lances, c'est que tu dois te lancer dans un truc qui te botte vraiment et Mhm. dans lequel tu es prêt à pas gagner d'argent pendant 2 ou 3 ans. Oui. Et en fait, je pense que c'est juste pour mettre les choses au départ. Oui. Alors, en fait, tu mets le doigt en fait, sur la culture de l'échec et la culture de la réussite. Et paradoxalement, pour réussir, tu dois échouer. Bah oui. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter. C'est qu'eux, ils voudraient qu'en un coup de baguette magique, ça fonctionne directement. C'est pas possible. Ouais. Et donc, il faut accepter d'échouer, mais de tirer les bonnes leçons de chaque échec. Et c'est en faisant ça qu'on va, comme tu viens de le dire,
2 échecs, mais le troisième, tu étais sur la bonne voie et tu savais là où tu voulais En tout cas, aller. je savais les erreurs que j'avais faites. Je dis pas que je suis bonne Non, 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 entrepreneur mais, aujourd'hui, mais en tout cas, ouais, voilà. ça Donc, m'a permis. c'était formateur. Exactement. Alors attends, 2 dernières petites stats hyper Vas-y. intéressantes. Pas trop froide, j'espère. Non, ouais, quand même un peu, tu vois, mais t'inquiète, on a le temps après pour réchauffer l'ambiance. Vas-y. L'autre stat intéressante, c'est que C'est quoi la rémunération moyenne des chefs d'entreprise. Elle est faible. Et en fait, elle est pas énorme. C'est-à-dire que, tu vois, quand le français, tu sais, classique dans la culture française, oh là là, t'es riche, t'es chef d'entreprise, machin et tout. En fait, pour les petites et moyennes entreprises, qui sont 95%, j'imagine, des entreprises en France, voilà, les rémunérations sont généralement comprises entre 50 000 et 100 000 euros annuels pour un... En fait, non mais attends. c'est les rémunérations, bien sûr, c'est pas la valorisation de l'entreprise. Il y a quelque chose que là, la stat ne dit pas. C'est qu'il y a aussi la distribution de dividendes. Oui, il y a les dividendes. Mais ça, tu vois, je sais pas si... Est-ce que ChatGPT, là, quand il m'a mis ça... mais je pense que parce que tu vois, entrepreneur, il y a tellement de formes d'entrepreneurs, tu vois. C'est varié. Bah oui, parce que nous, on connaît pas mal parce qu'on a un local commercial. Et du coup, on a de la restauration dans le local commercial, okay. Dans un de nos immeubles. Trop bien. Et tu vois, ça fait depuis 2016 qu'on a ce local. On en est à notre 4e locataire. Ah, ça tourne. En 8 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les 3 premiers business, ils ont duré 2 ans et après, ils mettaient les clés sous la porte. C'est des métiers très durs. C'est dur. Il y a de la casse. Il y a de la casse. Il y a beaucoup de casse. Et en fait, en réalité, je pense que des chefs d'entreprise qui arrivent à avoir une entreprise qui est rentable, qui tourne bien, qui génère un revenu entre 50 000 et 100 000, t'es déjà pas mal. T'es déjà bien parti. T'es déjà bien. Moi, bien sûr, j'ai plus d'ambition que ça. On va pas s'arrêter là, mais c'est... C'est bon. De quoi ? Tout dépend de tes objectifs, en fait. Ben oui. Tout dépend de tes objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont créer une entreprise et qui veulent juste que l'entreprise soit juste... c'est ça. Vive. C'est ça. C'est déjà une première victoire, en réalité. Mais c'est déjà très bien. Il ne faut pas mettre le salaire de l'entrepreneur comme étant une fin en soi. C'est une conséquence. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que le premier point, moi, que j'avais envie de... Je parle beaucoup. Non, vas-y. Non, mais c'est super intéressant. de commencer un peu comme ça, c'est tu vois, la question que je me pose, et je veux bien ton avis, c'est que quand on entreprend en se disant c'est pour devenir riche, est-ce que c'est la bonne raison ? Et est-ce que c'est la bonne approche ? Et comment est-ce qu'il faudrait bien partir si on a ce rêve d'entreprendre ? Parce que moi, je suis persuadée que l'entrepreneuriat, c'est un accomplissement. Ça te permet de faire ce que tu as envie. Moi, je peux choisir qui j'invite sur mon podcast ou pas. C'est génial. Si j'ai envie de m'amuser à prendre des studios, me faire un kiff. Trop bien. Tu vois ? Mais je crois que c'est principalement pour ça, moi, ma première motivation aussi, plus que l'argent qui, pour moi, va être la conséquence derrière. Je sais pas. Qu'est-ce que toi, t'en penses par rapport à... Qu'est-ce qui doit te motiver ? Ça dépend de l'ambition du projet. Et ça dépend de l'ambition de la personne. C'est-à-dire, je prends par exemple le cas d'un grand entrepreneur qui a d'énormes ambitions. Franchement, si on est honnête un instant, la motivation de l'argent, elle est là. Si on est vraiment honnête à 100%, si on est transparent. Donc pour moi, le fait de vouloir devenir riche en étant entrepreneur, pour moi, c'est pas un obstacle, c'est pas une contrainte. Au contraire, ça va être un levier supplémentaire pour déployer encore plus d'énergie parce que tu sais que ça va te rapporter énormément d'argent. D'accord ? Moi, je suis assez décomplexé par rapport à la question de l'argent. Pour moi, c'est pas tabou et on devrait en parler plus naturellement qu'on le fait actuellement. Donc pour moi, un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit qu'il veut gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que je me dis dans ma tête ? À l'intérieur de moi, je me dis, il est extrêmement motivé, ce jeune. Et c'est très bien. Mais, effectivement, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça va poser une ambition, ça va poser un cadre. Et moi, j'ai plutôt un a priori positif sur ça. Parce que je me dis qu'il va déployer beaucoup d'énergie, il va utiliser beaucoup de ressources pour pouvoir créer de la valeur. Et comment est-ce que tu fais pour... En fait, ce que je trouve difficile en entrepreneuriat, c'est l'argent, il met du temps à venir. Et tu vois, il y a le côté récompense différée par rapport à tes efforts. Par exemple, en tout cas, moi, je suis dans un modèle où il y a de la création de contenu. Les Super. Entrepreneurs que je côtoie, ils sont aussi là-dedans. Et je sais que nous, avant de commencer à vendre, j'ai fait 6 mois, pendant 6 mois le podcast, compte Instagram, etc., sans absolument rien vendre. Et donc, tu dois créer des choses et tu vois pas les fruits. Ouais, pas immédiatement en tout cas. Oui, tu dois travailler, mais tu dois apprendre à avoir ta récompense en différé. Mais si tu regardes dans la vie, la récompense est toujours différée.
Il n'y a pas de récompense immédiate. Ouais, mais t'es salarié, tu bosses un mois, à la fin, t'as ton salaire au bout d'un mois, tu sais qu'il va tomber. Oui. Là, t'as un côté, tu bosses, Oui. mais tu sais pas quand tu sais que ça va venir, Et je tu sais pas si tu vois. as remarqué, mais les récompenses immédiates, en général, elles ont une valeur assez faible. Bah ouais, Par mais c'est exemple, vrai. quelqu'un qui est gourmand et qui a envie de chocolat, il va manger du chocolat, ça va lui faire plaisir sur l'instant, mais après, les conséquences, ça va être beaucoup plus lourdes. Tu vois, c'est de la récompense immédiate. Ou bien quelqu'un qui est sur YouTube en train de regarder des vidéos short, il voit des petites vidéos de prank, de chute, de machin, c'est très drôle, mais c'est la récompense immédiate et c'est pas bon. Par contre, quelqu'un qui va lire un livre, quelqu'un qui va faire un voyage, quelqu'un qui va faire un régime, quelqu'un qui va s'inscrire à la salle pour faire du sport, eh ben, je peux te dire que sa récompense, ça ne sera pas là le jour où il a fait du sport, elle sera quelques semaines ou quelques mois plus tard, Voire des années, des fois. voire Ouais. des années, parce il doit faire preuve de consistance Bah et ouais. de discipline et de régularité. Donc, toutes les bonnes choses, même les relations, quand elles sont sur le long terme, elles sont beaucoup plus de valeur quantitativement, elles ont beaucoup plus de valeur qu'une relation éphémère. Ouais. Ou c'est du jeter comme un Kleenex, quoi. C'est pas bon. Complètement. Donc, c'est plutôt un bon signe, hein. Bah c'est plutôt. Ouais, non, mais je suis d'accord. En plus, Après, je sais qu'il y a des gens, ils sont très impatients de nature, ça existe. bah on l'est tous un peu quand même. Tu vois, des Oui. fois, on peut tous un peu s'agacer en se disant, tu sais, tu veux ton résultat. Enfin, on est plus ou moins impatient. Oui, mais la réalité du business fait que il faut avoir une vision à très long terme. Ouais. Mais une fois que la patience elle est installée, que tu as l'habitude, après c'est Ouais. sûr que tu la vis bien. Tu la vis mieux. Tu la vis mieux une fois que tu es dedans, Tu la vis mieux. ça T'es va mieux. habitué, en fait, tu rentres dans le rythme Ouais. de ton Ouais, marché. ouais. Mais au début, quand tu rentres, ça peut être un peu frustrant. Parce Oui. qu'au salariat, bah, tu es tout de suite en mode bah, c'est bon, tu as ta récompense de ton salaire qui tombe tous les mois. Bah voilà, Ouais. tac, Mais pour tac, moi, le salaire, c'est pas une récompense, hein. Pour moi, le salaire, Ouais. c'est une prison, c'est une cage dorée, hein. Oui, bah, c'est une récompense dans le sens où bah, tu as l'argent qui tombe, mais bon, Oui. c'est. C'est pas vraiment une récompense. C'est, on va dire, c'est un deal. C'est un deal social. C'est-à-dire que je te donne mon temps et tu me donnes ce salaire-là en échange de mon temps, de mon travail, tout ça. C'est pas vraiment une récompense. Parce qu'elle a rien de surprenant, quoi. Elle est Bah programmée. non, elle est quoi. déjà programmée. La récompense, ce serait peut-être que de me faire monter d'un échelon qui n'était pas prévu initialement dans le contrat. Ou de me donner un bonus. Ou de me donner un bonus, ou de me faire voyager à l'étranger, de me donner une mission je ne sais où. Là, oui, c'est vraiment une récompense. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent? Parce que souvent, c'est des personnes qui. La moyenne de nos auditeurs est entre 25 et 45 ans à peu près, la moyenne de l'auditeur. Alors évidemment, si vous êtes en dessous, il n'y a pas de souci, vous êtes de la Vous bienvenue. êtes toujours les bienvenus, vous restez. mais c'est à peu près la moyenne, et c'est des gens qui souvent ont déjà commencé une vie professionnelle et qui vont penser à la reconversion pour plus tard. Moi, déjà, moi, j'ai vraiment un côté sécuritaire, investissement immobilier Oui. avant de quitter son travail salarié. Bon, bref, Très important. Et parce que ça, je le dis parce que, comme vous avez vu statistiquement, ça va mettre du temps à fonctionner. Oui. Donc, en fait, votre futur investissement immobilier, vous pourrez certes faire des investissements immobiliers après que vous vous lanciez en entrepreneuriat, mais ça va reprendre un petit peu de temps. Est-ce que vous ayez vos 2 bilans positifs, rentables, avec des revenus? Donc, autant profiter de l'immobilier avant de se lancer en entrepreneuriat. Moi, c'est ma vision quand on est salarié actuellement. Je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire donc aux gens qui... On part du principe que vous avez bien investi en immobilier. On est bien. Vous vous lancez. Oui. C'est quoi les bons conseils, les bonnes pratiques? Quelqu'un qui veut se lancer, qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil là? Quelqu'un qui voudrait se lancer et qui viendrait me voir pour me demander conseil, je lui demanderais de bien réfléchir avant de se lancer, parce que c'est pas un choix qui est à prendre à la légère, c'est un choix qui est lourd de sens, qui est lourd de conséquences sur son quotidien, sur sa vie de famille, sur sa vie personnelle, parce que quand tu crées une entreprise, ça demande une telle énergie, un tel investissement en temps, en pensée, en implication personnelle, que ça doit marcher. Donc tu dois être sûr de ton idée, tu dois être sûr de ton placement, tu dois être sûr de ton investissement pour mettre toutes les chances de ton côté. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est d'être très difficile par rapport à soi-même quant à l'idée. Est-ce que ton idée elle est vraiment pertinente? Tu es sûr que ça va marcher? À combien tu évalues tes chances de succès? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de le faire? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir? Mais vraiment. Tu vois, parce que quand tu demandes ça à des amis, à la famille, ils vont dire mais oui, t'inquiète, ça va. Il n'y a pas de raison. Cette phrase-là, il n'y a pas de raison, je l'ai entendue des milliers de fois. Mais après, il y a toujours une raison qui fait que tu te plantes. Après, si tu te plantes, comment tu vas rebondir? Parce qu'il y a la plantade et puis après, il y a le rebond. Tu vois?
Et donc, moi, si je pouvais revenir dans le temps, si je pouvais revenir à mes 18 ans, j'aimerais bien créer une entreprise par an. Comme ça m'aurait donné une grande leçon business. Maintenant, je ne peux pas le faire parce que ça y est. Mais ça m'aurait donné une grande leçon business ou une grande erreur à ne pas reproduire l'année d'après. Et je pense qu'à l'âge de 28 ans ou 30 ans, ça te forge. Sachant qu'aujourd'hui, pour créer une boîte, ça coûte zéro, quoi. Bah oui. Ça coûte peanuts. Mais alors pourquoi tu le fais pas quand même Parce que j'ai déjà des engagements Et puis professionnels. t'as trouvé ta voie aussi, Et non? puis j'ai déjà trouvé ma voie. Et puis sur la voie où je dois quand même délivrer du contenu, je dois délivrer donner des livres, faire des formations. Donc mon temps, mon temps, il est déjà un peu rempli. Mais dans l'espace-temps qui me reste de vide, entre guillemets, bah, j'écris, j'entreprends, tu vois, je partage mon expérience. Donc je redistribue, c'est ma manière de redistribuer aux autres un peu mon savoir et mon savoir-faire. Ok. Et donc, de bien se poser avant de se lancer. Oui, d'être hyper critique avec soi-même. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Parce Et qu'on est souvent, on est dans la bienveillance. C'est bien d'être bienveillant. C'est bien d'être un bon compagnon pour soi-même, ou d'être gentil envers soi-même. Mais quand on rentre dans ce domaine du business, c'est un domaine qui est féroce. C'est un domaine qui est sauvage. C'est un domaine, on est vraiment dans la jungle. Et c'est quoi les erreurs que tu vois? Parce que toi, c'est plutôt les entrepreneurs que tu côtoies, c'est plutôt des jeunes étudiants qui se Il y a de tout. lancent, des Tout avancés. profil. Ouais. Et donc, quelles sont les erreurs typiques? Parce que moi, j'en vois une tonne, moi, des entrepreneurs qui se lancent et que c'est pas rentable et ça tient pas vraiment la route et c'est galère. Bah, l'erreur principale, c'est de pas avoir de vision. C'est de rentrer dans le truc parce que c'est la mode. Par exemple, le dropshipping ou le dernier truc. Ouais, le dropshipping, ça fait des dégâts, hein. Enfin, il y en a Tu vois, tellement qui ont cru à ça. ou le truc de l'influenceur qui va gagner des millions à Dubaï sur un yacht. Donc le truc, c'est de jamais suivre les tendances comme ça parce qu'elles vont toutes s'épuiser dans les 6 prochains mois. C'est sûr. Et donc c'est de rester sur des business à la fois qui sont des fondamentaux, qui vont durer dans le temps et dans lesquels tu seras là encore 10 ans après. Rien qu'en faisant ça, déjà, ça va éliminer beaucoup de fausses tendances, j'appelle ça des tendances, des modes qui sont de toute façon amenées à disparaître d'ici peu. Parce que il y a aussi, justement, ChatGPT, c'est la dernière fois que j'en parle, me parlait qu'il y avait aussi une question de secteur d'activité, qu'il y avait des secteurs qui étaient vraiment durs Très dur. et des secteurs qui sont quand même plus faciles. Ouais. Et en l'occurrence, dans les secteurs d'activité que moi j'ai décelés comme vraiment durs, il y a beaucoup de... En fait, il faut bien se poser la question par rapport à est-ce que la personne que je vais aider a un besoin ultra douloureux et est prête à donner beaucoup d'argent pour ça. Et je sais que, par exemple, moi, il y a la mode, des gens qui font des formations de décoratrices d'intérieur, des coachs sportifs, des nutritionnistes. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a tellement qui se lancent là-dedans que moi, j'ai l'impression que c'est des marchés où tu vas ramer. Et moi, j'en connais beaucoup qui se lancent là-dedans, mais qui rament et qui rament et qui rament et qui rament, quoi. Oui, et puis c'est des marchés ultra saturés. On appelle l'océan rouge dans l'entrepreneuriat. Il y a l'océan bleu, l'océan rouge. Et en fait, c'est des marchés où tu n'apportes pas beaucoup de valeurs différenciées. C'est-à-dire que si demain, moi, je deviens coach, je ne serai qu'un coach parmi toute l'armée de coachs qui existe déjà. Ouais. Donc, si tu es coach, il faut vraiment que tu apportes une méthode ou un truc qu'on n'a jamais vu avant. Donc, ce qui revient à dire, c'est que c'est l'innovation, en fait, qui fait l'entrepreneur. C'est quelle est la valeur que tu vas amener en étant super innovant. Et en quoi tu te différencies, En quoi tu te différencies. Après, tu peux être super innovant en créant un flan qu'on n'a jamais vu avant avec une crème japonaise ou je dis n'importe quoi, mais tu vois, tu vas amener une expérience client où les gens vont dire waouh, c'est incroyable, tu vois. Et voilà, c'est l'innovation. Donc, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, c'est vraiment il faut innover. Par exemple, moi, mon truc d'innover, c'est quoi? C'est d'apporter des livres qui n'ont jamais été traduits en français auparavant, comme Millionaire Next Door, par exemple, ou comme le livre de Comment devenir riche. Et donc, moi, mon innovation, c'est de mettre à disposition du contenu qui n'a jamais été traduit auparavant et qui n'a jamais été même repéré sur les radars des autres éditeurs. Oui. C'est ma manière à moi d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que, en fait, moi, j'utilise pas le mot innovation, moi, j'utilise le nom, se nicher. C'est un peu, finalement, ça ressemble un peu, c'est un peu lié. C'est le côté où, typiquement, nous, quand on s'est lancé en investissement immobilier, en entrepreneuriat avec le podcast, en se disant on va faire du coaching en investissement immobilier, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui va faire qu'on va être différent des autres? Et il y a le côté être en couple, parler d'immeubles de rapport,
pour de la location longue durée. Tu vois, rien que ton comportement. On sectorise en fait notre truc. On ne fait pas l'investissement immobilier en général et puis on débarque sur le... Non, mais rien que ton attitude, Dorine, rien que ta personnalité, ça fait que ton podcast, il sera toujours différent de toutes les manières. Oui. Mais ça, c'est quand tu passes. Je pense que ça, c'est au début. Non, mais il faut le dire. Oui. Parce qu'en fait, moi, ma théorie, par exemple, nous, on a pris les investisseurs sereins. Oui. Moi, je sais qu'à terme, sur ce podcast, on parlera de plein de formes d'investissement. Mais j'ai décidé qu'on allait se nicher sur podcast sur l'investissement immobilier. Oui. Parce que plus tu es ciblé, même si tu as envie de parler de tout, parce qu'il y a tout qui t'intéresse, machin. En fait, non, mais c'est l'erreur typique. C'est qu'en fait, ce que moi, j'ai fait aussi. De te nicher. Parce qu'en fait, tu es allé sur les livres de développement personnel et d'investissement. De finances personnelles. C'est encore plus niché. Ouais, de finances personnelles. Et tu fais que sur ce sujet. C'est ça. Tu vois. Et quand tu seras un grand éditeur, après, tu pourras rajouter des lignes dans ton business. Mais je veux pas. Mais il faut pas... Tu sais pourquoi ? Parce que des livres de finances personnelles, il y en a encore plein à traduire. Ah ouais, mais encore, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. La marge, elle est encore... ouais. Donc moi aussi, je me suis niché, pour reprendre ton terme, entre guillemets, sur les livres de finances personnelles qui sont américains, principalement, et un peu britanniques. Exactement. Mais ça, c'est le conseil que moi, je donne aux gens, c'est n'essaye pas de faire un truc parce que tu dis il y aura plus de clients. En fait, non. Choisis un truc où tu auras peut-être moins de clients, mais au moins, les gens, quand ils vont t'entendre, ils sauront de quoi tu parles. Ils sauront exactement, tu es un spécialiste, quoi. Ouais. C'est mieux d'être spécialiste. Exactement. C'est les experts qui gagnent aujourd'hui. Ouais. C'est pas les généralistes. Ouais. Non, mais passionnant. Mais non, mais vraiment. C'est incroyable. Et ça, c'est une erreur, ça, de débutant. C'est de vouloir tout faire. Ah ouais, mais ça, c'est ça. Mais tu deviens comme un chien fou parce que tu es en train d'aboyer à gauche, à droite et tu fais rien finalement. Et tu dis oui, mais du coup, si je me niche, du coup, j'aurai pas beaucoup de clients qui vont être intéressés. Mais en fait, on s'en fiche. Vaut mieux que tu aies 10 clients très intéressés. Voilà, je préfère 10 clients. 100 vaguement intéressés. Parce qu'en fait, le 100 vaguement intéressés, tu vas signer personne. Il y a autre chose aussi sur la niche, c'est que tu dois aussi choisir un positionnement qui va te nicher aussi. Ouais, c'est ça. Donc, soit tu es dans le haut de gamme et tes prix doivent correspondre, soit tu es dans le moyen ou dans le low cost, quoi. Ouais, en fait, il y a plein de façons de se nicher. C'est pas forcément... Ça peut être dans ta façon de t'exprimer, ça peut être se nicher parce que tu es le seul podcasteur sur le sujet, mais même s'il y a des youtubeurs, enfin, tu vois, il y a plein de façons de se nicher. Mais je pense qu'en étant toi-même, Dorine, par exemple, il n'y aura pas une deuxième Dorine, il y a une Dorine. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable. Mais ça, je pense que ça vient avec le temps, parce qu'au début, t'es personne, tu vois. Au début, t'es personne. Après, tu deviens une marque. Après, voilà, tu développes ton truc. Tu deviens une marque. Voilà, les gens, ils s'attachent à toi parce qu'ils créent un lien, etc. Et c'est plus simple. C'est incroyable. Bah ouais. Et le temps fait que ça renforce le lien. Exactement. Et donc, par contre, moi, j'ai un autre sujet là on part un petit peu dans tous les sens sur l'entrepreneuriat, parce que je t'avoue que j'ai jamais parlé trop d'entrepreneuriat sur mon podcast, donc mais il y a un point quand même hyper important, et j'ai envie que tu me donnes ton avis, parce que toi, tu connais pas mal d'entrepreneurs, donc ça va m'intéresser. Moi, ce que je constate, c'est que les gens qui démarrent en entrepreneuriat, ils deviennent jamais bons investisseurs. Enfin, très peu, et c'est très rare. En fait, j'ai l'impression que entrepreneuriat et investisseur... Ils n'ont pas l'éducation financière. C'est deux choses complètement différentes, ouais. Et en réalité, moi, ma vision personnelle, c'est que moi, je me vois entrepreneuse, investisseuse à succès, et les deux. Tu vois, parce que comme j'ai commencé par l'investissement... Mais toi, tu es très forte aussi. Mais non. Mais parce que je le précise, parce que, en fait, je me rends compte que il y a des gens qui choisissent je commence par l'investissement, je commence par l'entrepreneuriat, je sais pas trop. Ils n'ont pas confiance en eux. Mais et quand ils commencent par l'entrepreneuriat, en vérité, l'entrepreneuriat, c'est hyper prenant. Bah oui. Ça demande un temps de dingue. De malade mental. Toute la journée. Bah oui, tu penses qu'à ça, tu respires business, tu penses business. Même la nuit, tu rêves de ça. Voilà. Et tu te dis, mais attends, mais mon temps, quand ton business commence à fonctionner, tu te dis, mais attends, mais mon temps, il vaut tellement cher, j'ai pas le temps de m'amuser à aller visiter des biens immobiliers là maintenant, où j'ai pas le temps, du coup, je vais prendre un CGP qui va me s'occuper de mon argent, machin. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont en réalité déjà un patrimoine très faible, parce qu'ils ont que leur boîte, et tout tient sur leur boîte. Et quand tu regardes à côté, en fait, t'as pas de patrimoine là. C'est le désert. Et en fait, ça crée aussi des entrepreneurs qui passent leur vie à courir après le chiffre d'affaires de l'année suivante, parce qu'en fait, ils augmentent leur niveau de vie. Mais comme ils n'ont pas les passifs en place à côté, ils sont que sur, je considère, de l'investissement actif qui est leur business. Moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, la vision, c'est de réussir à faire les deux. C'est le top du top. Évidemment. Et c'est malheureux. Moi, soit je connais des entrepreneurs qui savent très bien faire de l'argent, mais tu regardes leur patrimoine, en fait, les gars, t'as même pas 1 million de patrimoine IMO.
T'es pas bon. Non. C'est pas normal. Tu peux pas faire 1 million à l'année en business et t'as pas 1 million de patrimoine. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Mais ils n'ont pas l'éducation financière. Bah ouais. Il y a pas le... Donc il faut. Enfin, pour moi, c'est tout le talent, c'est de réussir à être les deux. Et ça, je trouve que c'est très rare en réalité. J'en vois très très peu. Je sais pas si toi tu vis ça ou pas. En fait, la question elle est binaire. C'est est-ce que tu as l'éducation financière déjà? Parce que en fait, ça revient. Ta question elle est super intéressante parce qu'en fait, on revient à la source de la question. C'est pourquoi j'entreprends? Est-ce que j'entreprends parce que c'est ma passion? Est-ce que j'entreprends parce que j'ai envie de faire du business? Ou est-ce que j'entreprends vraiment pour me libérer financièrement? Si la réponse c'est ça, c'est forcément l'argent que tu vas gagner, tu vas le redéployer pour construire un patrimoine qui va venir, comme tu l'as dit, soutenir ton train de vie et créer des vrais passifs. Ok? Et après, même toi, ça te rend plus libre de tes mouvements et tu gagnes vraiment l'indépendance financière. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bah ouais. Demain, tu me dis, je te donne 1 million en termes de revenus. Bah, bien sûr, je vais les prendre, mais je vais les investir totalement. Bah ouais. Je ne vais pas garder 1 euro dans ma poche. Bah ouais. Logique ou pas? Pour nous, c'est du bon sens. Mais pour nous, c'est du bon sens. Mais pour les autres, ils vont les éclater dans des c'est bêtises. Parce que nous, par exemple, notre chiffre d'affaires de cette année, je sais qu'il y a la moitié qui va être réinvesti systématiquement. C'est-à-dire que hors de question, alors que je sais que les entrepreneurs, donc déjà, alors non, je parle même pas des gens qui sortent trop d'argent et qui se rendent compte après coup qu'il y a des impôts qui arrivent plus tard et puis qui se retrouvent à court de trésorerie. Ils n'ont pas de cash flow, c'est horrible. Mais ça arrive, hein. Ouais, non, mais il y en a plein. Et ils sont obligés de tricher avec les chiffres. Et pour moi, quand tu as un business, tu dois mettre la moitié de ton argent de côté. Moi, c'est mon idée. Enfin, la moitié de tes revenus, de ton surplus après avoir payé tes charges et tout, au moins la moitié, c'est pour l'investissement. Tu peux pas te rémunérer sur la totalité qui te reste, c'est pas possible. Enfin, bien sûr. Et en fait, c'est ça, d'avoir cette culture-là, parce que ça te donne une liberté. Sinon, après, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce schéma où toute leur vie dépend de leur chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui sort et c'est tout. Tu sais quoi, Dorine, en réalité, en synthèse, vas-y. L'entrepreneuriat, ce n'est qu'un moyen finalement, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen de travailler sans être salarié, mais en étant maître de sa destinée, entre guillemets, maîtresse de sa destinée. Et si tu prends pas cette opportunité en or pour te bâtir un patrimoine, mais c'est pas en tant que salarié que tu le feras. Parce que tu es limité par ton salaire, tu gagnes les 2000, 2005, 3000, 4000, 5, 6000 pour les plus aguerris d'entre nous. Alors qu'en entrepreneuriat, techniquement, tu peux gagner beaucoup plus. Mais si tu ne saisis pas cette opportunité-là, tu ne prends pas la balle au bon, bah, tu ne seras jamais indépendant financièrement, en fait, c'est simple. Ouais. Donc peut-être qu'il faudrait recommander aux futurs entrepreneurs de bien se former et de mettre leur argent au bon endroit. Ouais. Mais aussi le côté on s'embourgeoise aussi. Ouais, tu veux dire quand on devient un entrepreneur à succès? On s'embourgeoise, on a envie d'une belle voiture, on veut la petite villa qui va bien sur la côte, on fait des voyages à gauche, à droite, on invite ses potes au resto. Donc il y a un côté aussi, on intègre une nouvelle classe sociale dans laquelle on n'était pas avant. Moi, ça va. Pour l'instant, je me sens encore préservée, mais je te jure, ça vient vite. Ok. Ça vient vite, surtout chez ceux qui étaient plus bas socialement et qui ont une ascension sociale. Ouais. Parce qu'ils ont du temps à rattraper, c'est une manière de flamber. Ouais. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas systématique. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a le caractère, il y a le vécu, il y a les références sociales, familiales, les valeurs de la famille, tout ça, qui rentrent en ligne de compte. Et puis les réseaux sociaux aussi, ça influence aussi beaucoup, malheureusement. Pas toujours dans le bien. Mais pour les gens plutôt raisonnables et plutôt sages, ils doivent investir dans l'immobilier, dans la pierre, c'est un essentiel. Mais je pense que les Français ne sont pas trop mauvais là-dedans. Hein. Ils s'améliorent, les chiffres sont meilleurs. Il y a de plus en plus de propriétaires. Bah oui, hein. Il y a de plus en plus de propriétaires qu'il y a 10 ans. D'accord. Je ne connais pas exactement les stats. Là, j'ai lu une étude avant-hier sur le rapport des jeunes avec l'argent. C'était super intéressant. Et ils sont comme toi, ils sont dans la crypto, mais ils veulent quand même être propriétaires de leurs biens. Alors qu'ils ont 18 ou 20 ans. Non, mais moi la crypto, c'est même pas 10%, 5% non, je sais, de mon patrimoine. Hein, c'est pas non, grand-chose. Mais eux aussi, t'inquiète. Mais c'est-à-dire qu'ils ont ce côté pépère, où ils veulent être bien chez eux, et c'est important pour eux d'être propriétaires, même s'ils vont s'expatrier, même s'ils vont avoir des expériences internationales et tout. Et ils ont ce côté crypto, où c'est super dynamique, où on a des croissances incroyables qui dépassent l'entendement. Donc, j'ai apprécié ce côté un peu à la fois sécurisant, et ce côté un peu... Ils sont pas complètement foufous, les jeunes de nos jours. Non, au contraire, ils sont plus raisonnables qu'on le croit. Ok. Ça donne envie. Très bien. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion? Qu'est-ce que tu as envie de conclure sur la question?
Est-ce que l'entrepreneuriat est un bon levier d'enrichissement? Alors, oui, si tu le fais avec la bonne formation, oui, si tu le fais avec l'éducation financière qui va avec, et si tu saisis cette opportunité incroyable de faire beaucoup d'argent, et non pas pour flatter ton ego ou pour avoir un lifestyle incroyable, mais au contraire pour bâtir un patrimoine que tu pourras ensuite léguer à tes enfants, à ta descendance. Ok. Donc oui, la réponse est oui, si tu le fais dans un certain cadre et une certaine éthique. Et quand tu t'entends formation en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu entends par là? C'est un sujet qui est vaste. De la lecture, de s'entourer d'autres entrepreneurs, oui, tout ça. prendre des accompagnements peut-être avec des entrepreneurs plus avancés que soi. Oui, tout ça à la fois. Tout ça à la fois, c'est-à-dire lire dans la mesure du possible, sachant que maintenant la formation elle est assez disponible sur Internet, rencontrer des entrepreneurs, aller à des conférences, si on ne peut pas le faire, regarder ça sur YouTube ou ailleurs, écouter des podcasts. Et tu vois, tout ça, ça va créer une forme d'écosystème dans ton esprit, comme un espèce d'univers parallèle, où tu vas te former, où tu vas prendre des conseils, tu vas faire des tips. Et sans t'en rendre compte, tu vas gagner en compétences. Tu auras un esprit un peu plus aiguisé. Et autre chose très importante chez un entrepreneur, on n'en a pas parlé malheureusement, c'est le fait de savoir saisir les opportunités. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte les opportunités là où les autres n'en voient pas du tout, ne voient rien en fait. C'est comme une espèce de... C'est comme une vision parallèle en fait. Tu as une vision que les autres n'ont pas. Ok. Ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille et que c'est une sorte de manière d'avoir le nez creux. C'est très important. Très bien. Ouais, ça s'apprend pas. Hein. Ouais, mais ça s'exerce peut-être. Moi, je sais que des fois, j'ai des idées et je mets trop de temps à passer à l'action. Et des fois, je me dis, Dorine, en fait, vas-y, lance l'idée, tu verras bien. Là, j'ai lancé une idée il n'y a pas longtemps et elle n'a pas marché. C'est pas grave. Mais en fait, quoi c'est le. J'ai pas trop encore envie d'en parler parce que je sais pas trop si je l'abandonne ou pas. Ok, mais pourquoi ça n'a pas marché alors on met l'idée de côté. Parce que déjà c'est un produit que j'ai pas testé. En fait, rien que par exemple, nous notre produit phare, qui est notre gros accompagnement d'investissement immobilier. Super. En 2 ans, il a évolué, il n'a plus rien à voir avec il y a 2 ans. C'est normal. C'est-à-dire que je vais passer mon temps à itérer, à me rendre compte que là, les ventes, ça ne se passe pas comme j'avais prévu, etc. Je vais changer, je vais faire évoluer l'offre. Et jusqu'à ce que ils appellent ça le product market fit, là. Ouais, le MVP. Le moment où vraiment tu sens que ton offre, elle match, ça passe, ça se vend, c'est simple, c'est fluide, t'es aligné, t'es content de la livraison. Même si on ajuste toujours, on peaufine, mais ça m'a mis 2 ans là à me dire vraiment, tiens, un truc, on est bien, on a un flow, quoi. Tu vois, il y a le flow de l'entrepreneur qui est en place, tu vois. Oui. Et là, tiens, je me dis, je vais me lancer dans une autre idée. Oui. Et puis, en fait, je sais déjà que ça va refaire comme l'autre idée. Parce que tu reviens à la case départ. Je repars à la case départ, je lance un peu un produit différent. Du coup, ça va pas se vendre comme je pensais. Et puis finalement, c'est pas ça qu'il faut que je mette dedans. Il faut peut-être que j'évolue le truc. Et donc là, je sais que je rentre dans une démarche. Mais t'as la patience de refaire ça ? Ouais, moi j'ai envie, ouais. T'as la patience de repartir à zéro ? Ouais, non, de toute façon, je maintiens toujours ça. Mais dans mon business, moi, je me vois bien. Moi, je suis plutôt une créatrice. Oui, très bien. Donc, il y a différents profils d'entrepreneurs. Cyril, il est plus le concret. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Lui, il va rester sur la partie. Il aime l'exécution, la partie opérationnelle. Plus opérationnelle. Voilà. Moi, je suis plus la personne. Tiens, je pensais à l'idée d'après, etc. Et vous complétez bien alors. Donc, on se complète bien. Mais c'est parfait. Mais moi, ce que je veux, c'est créer des nouveautés, quoi. Tu sais, c'est ça qui me fait palpiter. C'est ça qui te challenge et qui t'anime. Ouais, je sais. Donc, j'ai ces nouvelles idées et je sais que voilà, je vais devoir tâtonner. Et puis, il faut reprendre l'humilité de se dire, ok, là, on va lancer un truc, ça va peut-être faire un flop, on verra bien. Ouais. D'ailleurs, une erreur de ouf que je vois tout le temps. Non, mais je le dis tout de suite. C'est les gens qui créent leur produit avant de le vendre. Alors, ça te paraît peut-être bizarre. Ça me paraît anachronique en fait. mais non, mais parce qu'en fait, en tout cas, dans le business en ligne, la bonne pratique, c'est de vendre et après tu crées si jamais tu as fait suffisamment de ventes pour le créer. Ouais. Tu vois, et si tu restes dans ton coin pendant 6 mois à tourner des vidéos pour une future formation que tu vas peut-être un jour lancer et puis au moment où tu la lances, ça fait un flop monumental, tu as perdu 6 mois. Les gros entrepreneurs en ligne, ils vendent, ils font en bêta, ils vendent en bêta, ils annoncent aux gens que oui, je vais créer en même temps l'offre au fur et à mesure. Et s'ils font que 5 ventes, et qu'ils se sont fixés un seuil à partir de 10, je crée le produit, et ils laissent tomber, tu vois. Et en fait, c'est... Moi, je dirais que c'est une question d'échelle. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut, en fonction du produit, évidemment, je dis 10. Ce que tu dis, c'est juste, c'est 100% vrai, mais si tu es dans une petite échelle.
Par contre, si tu es dans une échelle industrielle, Oui, non, mais là, oui. Là, je parle des business que les gens oui, créent oui. en général. Non, mais par exemple, mais oui. si on prend, par exemple, j'extrapole, rien à voir avec ce que tu disais, mais c'est la continuité. Si tu prends, par exemple, un film à Hollywood, Oui, t'es obligé de le. Quoique maintenant, ils le prévendent. Hein. ils le Ils font, prévendent. Non, mais je veux dire, ils font des tests, bien sûr. ils testent le teaser. Non, c'est Tu sais, normal. ils font plus. Tu vas pas dans un coin produire un film. Tu sais, ils font tu sais, les fameux. Je sais plus comment ils appellent ça. Les Là, visionnages, les prévisionnages. bah, Les ils font visionnages même, tests. tu sais, pour les séries, même les séries, tu vois, Ouais. ils font le premier épisode. Ah oui, oui, le pilote. Ils Le appellent ça le pilote. ouais, le pilote. Ouais. Et en fait, du coup, ça. Tu vois, tu vas pas financer 12 épisodes Oui. d'une saison. Ou bien ils font une saison et puis après ils aviseront après. Quoi. Ouais, mais ça veut dire que tu as déjà passé le cap du pilote. Et Ouais. qui doit être vérifié. Et le nombre de séries qui sont Ouais, passées. ok, ouais, Qui sont passées différentes étapes, et puis Ouais. qu'au pilote, ça n'a pas été validé parce qu'ils ont fait regarder le truc à 100 personnes et, Ouais. et ils font Non, mais en des général, ils tests. regardent les audiences en fait aussi derrière. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que tu peux. Il y a trop l'erreur d'attendre avant de se confronter au marché à la vente. Et pour Ouais, moi, ouais. il faut commencer Ouais, je suis vite à se d'accord. confronter, quoi. Ouais, il faut se Sinon, tu confronter au perds marché. trop de temps. Tu perds Ouais, trop de temps. Il faut se confronter au marché parce que ça, c'est la vraie épreuve. Bah ouais, c'est la vraie épreuve. C'est la vraie épreuve et elle est, comment dirais-je, elle est véridique, quoi. Ouais. Elle est tranchante, comme une guillotine, soit ça passe pas. Et puis c'est pas mal aussi de vendre un petit peu son temps contre de l'argent à un moment donné. Pour, en tout cas, au démarrage, Oui. quand tu connais pas bien tes clients, quand tu Mhm. connais pas bien ton marché, tu vois, nous, on a fait à un moment donné des coachings individuels sur des besoins précis. Ouais. Tu es en contact, tu Ouais, vois. ouais. Et, C'est bien. et c'est pas grave si tu t'es pas tout de suite en mode vision Ouais, à c'est pas 10 grave. millions. Ouais, c'est pas Tu grave. vois, tu vends un petit peu ton temps contre de l'argent au début, peut-être, Ouais. parce que c'est comme ça que tu te fais ta trésor aussi. Tu prépares ta ouais, trésor, bien sûr. ta survie au départ. Bien sûr. Et Il faut que ça- ça soit limité dans le temps. Oui, Parce mais qu'après, on prend Oui. ses aises et puis après, on Non, s'installe dedans. Faut garder sa vision Ah ouais, en attention. tête, on est Ouais, d'accord. parce que des fois, on prend ses aises, on se dit, bah voilà, j'ai Voilà. fait 8 coachings aujourd'hui, ça m'a rapporté Ouais, tant. mais déjà, apprends à vendre des coachings en vendant ton temps. Si tu sais déjà vendre ça, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est une première étape. Tu vois, Tu as déjà coché une case. tu vois. C'est important parce que tu vois, la vente, c'est quelque chose de dur. Et donc, ne partons pas trop dans son coin. C'est de concevoir un truc de dingue. Et puis pendant 6 mois, Ouais. un an, on y réfléchit avant de commencer Ouais. à vendre, alors qu'on n'a jamais rien vendu. Tu sais, déjà, arrive à te vendre toi-même, ce sera déjà pas mal, tu vois. Et puis après, fais évoluer les choses. Ouais. Donc, en fait, pour faire la synthèse de ce que tu as dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vendre. L'entrepreneuriat, c'est vendre. Donc, il faut être formé là-dessus, en fait, sur le marketing. Se lancer, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que les auditeurs, ils ont eu un aperçu. Oui. À la fois, je veux pas leur dire trop, c'est génial d'entreprendre. Parce Non, que c'est génial d'entreprendre. Oui, Parce qu'il y a toujours des génial, parce que leçons. c'est super. Mais je veux pas qu'ils aient trop d'illusions à penser que c'est un levier d'enrichissement waouh. Alors qu'en réalité, Mais peut-être oui, que ça le c'est trop sera bien. au bout de la 3e ou la 4e fois. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il faut quand même se lancer. Si on a Faut envie se de le faire, il lancer. faut le faire. Non, il faut se lancer. Moi, je les invite à se lancer, même s'ils se plantent. Mais oui, Ils vont avoir une leçon magistrale qu'ils vont jamais oublier de leur vie. Et cette leçon, ils vont pouvoir l'utiliser pour le projet pour d'après. le suivant, exactement. Comme toi, en fait. finalement. Exactement. Donc, Exactement. il faut le faire. Faut y aller. Il faut y aller, il Faut faut y aller. essayer, et puis il faut se confronter au réel. Parfait. Bah, nickel. Bah, merci beaucoup, Bassem. Merci infiniment. C'était sympa C'était ce top. interview, débat, discussion. Ouais. Et puis j'en ai appris plus sur toi, en fait, du coup, ton expérience et tout, c'était intéressant. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et Merci puis, infiniment. à une prochaine. À une prochaine.